Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le médiateur dans la crise au Burundi, Yoweri Museveni, le président ougandais, a quitté Bujumbura après s'être entretenu avec toutes les parties. Elles ont marqué leur accord pour poursuivre le dialogue, mais à l'approche de la présidentielle du 21 juillet, les positions semblent difficilement conciliables. Burundi toujours, nous proposons une interview exclusive avec l'un des leaders de l'opposition en exil, Alexis Sinduije. Il annonce la formation prochaine d'un Conseil national de transition avec plusieurs autres opposants et dissident. Il appelle une nouvelle fois au départ du président Nkurunziza. Vous entendrez également la réponse du parti au pouvoir. Retour au Niger, 6 mois après les émeutes meurtrières anti-Charlie Hebdo dans le sud du pays, à Zinder. Les écoles et les églises incendiées sont toujours en ruine et de nombreux chrétiens vivent la peur au ventre. Reportage de notre envoyé spécial Ben Barnier. Il est parti au bout de 24 heures de discussion avec tous les acteurs de la crise. Le président ougandais Yoweri Museveni a quitté Bujumbura sans résultat concret pour l'instant, mais le dialogue doit se poursuivre. Or, le temps presse, la présidentielle est prévue dans 6 jours, mardi prochain. Le récit de Nicolas Germain. Le président ougandais Yoweri Museveni est resté très discret sur la teneur des discussions. Il a annoncé que son ministre de la Défense allait prendre le relais dans le rôle de médiateur de la crise burundaise. Et il a promis de nouveau pourparlers. Le parti au pouvoir, les partis d'opposition et de la société civile se sont mis d'accord pour négocier intensément, sans interruption et rapidement pour trouver un accord. Agathon Rwasa, le principal adversaire politique du président Pierre Nkurunziza, s'est dit optimiste. Je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. L'opposition affirme qu'un troisième mandat pour Pierre Nkurunziza est anticonstitutionnel et elle réclame un nouveau report de la présidentielle qui doit se tenir mardi. Mais le président du parti au pouvoir, Pascal Nyabenda, a déclaré qu'un décret fixe la date des élections et il a répété qu'il devrait être respecté. Une médiation qui s'annonce d'autant plus compliquée qu'une alliance de différentes factions de l'opposition au président Nkurunziza commence à prendre forme à l'extérieur du Burundi. Des membres de la société civile, des figures de l'opposition en exil, des dissidents du parti au pouvoir, mais aussi de l'armée, appellent ensemble à la formation d'un Conseil national de transition. Parmi eux, Alexis Sinduije, leader du MSD en exil en Ouganda, emprisonné à plusieurs reprises. Il appelle une nouvelle fois au départ du président burundais. Écoutez. L'objectif précis, je dirais l'objectif global, c'est de faire partir Nkurunziza. Nkurunziza n'est plus crédible, il n'est plus audible. Donc, tous les Burundais se sont mis ensemble, toute ethnie confondue, toute origine régionale confondue. Ils se sont tous mis ensemble pour faire partir Nkurunziza. Donc, c'est ça l'objectif fondamental. Faire partir Pierre Nkurunziza, mais de quelle manière? Parce qu'en ce moment même, il y a une médiation qui est en cours. Le président ougandais Yoweri Museveni qui est à Bujumbura, qui va mener des discussions avec toutes les parties. Quel est le moyen d'arriver à cet objectif-là? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter encore la guerre? Bon, c'est ce que nous essayons de faire, mais si, à mon avis, j'ai l'impression que la seule voie qui pourrait peut-être être obligatoire, ce sera malheureusement la violence. Mais on essaie de tout faire, on essaie de donner la chance à la diplomatie, on essaie de donner la chance au règlement pacifique et nous soutenons toute idée, toute initiative du règlement pacifique, mais si la seule voie de faire partir Nkurunziza sera que les Burundais se mettent ensemble, même pour sacrifier leur vie, on le fera. Est-ce que vous êtes en lien avec les généraux qui ont lancé une insurrection la semaine dernière? Des affrontements ont été signalés dans le nord du Burundi. Est-ce qu'ils font partie de ces personnes qui appellent à la formation de ce Conseil national? Je pense que ces affrontements, c'est encore un début. Ce qui est le plus grave est à venir. Et donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le départ de Nkurunziza. Il partira comment? Il peut partir maintenant et être remercié par les Burundais pour avoir préservé les vies des gens.
il peut aussi refuser de partir et il partira par force. Nous sommes avec ces généraux. Ces généraux font partie des gens qui veulent faire partir Nkurunziza et donc ils font partie des enfants du pays. Nous sommes tous les enfants du pays, y compris avec le peuple. Donc, nous sommes dans le même bateau qui va tout faire pour chasser Nkurunziza. Est-ce que vous laissez encore une dernière chance au dialogue d'ici le 21 juillet, qui est la date prévue pour la présidentielle? Absolument. On accepte, on est toujours prêt à un dialogue. Nous avons toujours appelé Nkurunziza à nous écouter. Nous avons été les premiers à lui demander un dialogue franc. Il a refusé. Nous avons même cherché à nous exprimer politiquement par des voies pacifiques en faisant des manifestations pacifiques qu'il a réprimées. Donc, même maintenant, nous sommes prêts à donner la chance à la paix. Nous avons tout essayé et nous allons continuer. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez rencontré le président ougandais Yoweri Museveni. Est-ce que vous avez l'intention de le rencontrer ou certains membres de votre groupe? Nous allons demander un rendez-vous pour lui parler, pour lui expliquer mieux la situation du Burundi, parce que, me semble-t-il, M. Museveni a été induit en erreur. Et ce comité, quand est-ce qu'il va prendre une forme, on va dire, plus officielle? Est-ce qu'il y aura un rassemblement de plusieurs leaders pour donner une création, on va dire, plus officielle à ce Conseil national de transition? Je pense que nous allons tout faire pour nous rassembler, nous retrouver dans une des capitales africaines qui est à déterminer. Je crois que ça sera Addis Abeba pour la signification que vous pouvez comprendre. C'est la capitale de l'Union africaine. Nous allons nous rassembler là-bas, je crois très prochainement, et essayer de donner la forme et aussi consolider ce comité. Un entretien réalisé cet après-midi avec Alexis Sindouidje, le président du MSD. Des menaces qui n'impressionnent pas, dit-on, dans le camp du parti au pouvoir au Burundi. Écoutez la réponse du conseiller du président de Nkurunziza, Willy Nyamitwe. Ils ne sont pas capables de déstabiliser tout le peuple burundais. Ces gens ne sont pas assez forts pour intimider le parti CNDD-FDD et toute la population burundaise. Ces gens ont toujours essayé, donc ils n'ont ni de leçons à donner, ni d'ultimatum à donner à des institutions qui sont élues par le peuple burundais. Ils ont essayé de le faire par des armes, ils ont échoué. Ils ont essayé de saboter l'action du gouvernement, ils ont échoué. Quelle que soit l'action qu'ils voudront mener, ils échoueront. Les temps de guerre sont révolus, que le peuple burundais aspire à la paix. Willy Nyamitwe qui était interrogé par Bangali Touré. Au moins 15 personnes soupçonnées d'être des djihadistes ont été arrêtées lundi soir dans le sud du Mali, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, dans la région de Sikasso. Des Maliens, des Mauritaniens, certaines personnes étaient en possession de passeports français. Certains auraient reconnu être des membres de la Dawa, une secte islamiste. Ils ont été transférés à Bamako, la capitale malienne. Puis au Nigeria, une trentaine de personnes sont mortes dans 3 attaques attribuées à Boko Haram dans le nord-est du pays. De l'autre côté de la frontière, au Cameroun, la population est encore sous le choc après le double attentat suicide. C'était le premier du genre ce week-end, perpétré par 2 femmes qui portaient la burqa. La burqa qui a en conséquence été interdite dans plusieurs provinces du pays. Une décision saluée par certains leaders religieux du Cameroun. Écoutez. Lorsque quelqu'un, une personne, porte la burqa, qu'est-ce qui vous identifie que c'est un homme ou c'est une femme? Sauf si à l'issue des enquêtes, on dépiste que c'était réellement une femme qui avait porté la burqa. On ne doit pas faire l'amalgame sur l'interdiction de la burqa pour dire que le Cameroun, le gouvernement camerounais a interdit le voile. Le gouvernement camerounais n'avait interdit le voile. Même la burqa, le gouvernement camerounais n'avait pas le temps. Tu entres dans le sac, c'est ton problème. Mais respecte ton prochain. La burqa ne respecte plus le droit de vivre librement au Cameroun. Au Niger, il y a tout juste 6 mois, des émeutes anti-Charlie Hebdo avaient endeuillé le pays, dégénérant en attaque contre des chrétiens. Un mouvement en réaction à la participation du président du Niger à la manifestation géante à Paris en janvier dernier qui avait suivi les attentats. 6 mois plus tard, la communauté chrétienne reste traumatisée. À Zinder, de nombreuses écoles et des églises sont toujours en ruine. Notre envoyé spécial Ben Barnier s'est rendu sur place. 6 mois après les émeutes anti-Charlie Hebdo,
Cette église protestante de Zinder, au sud du Niger, est toujours en ruine. Au sol, quelques bribes de livres de prière. Sur les murs, une croix a été tracée avec un morceau de bois brûlé. Mamadou Dola est chrétien. Il est le gardien de l'église. Le 16 janvier 2015, des manifestants opposés aux caricatures de Mahomet lui ont volé tous ses biens, mais il est resté fidèle au poste. Je suis chez moi ici. Je suis nigérien, je n'ai pas d'autre pays où aller. De toute façon, je n'ai pas peur car je crois en Jésus. Il va me protéger. Avant l'attaque, environ 150 fidèles se rassemblaient ici tous les dimanches matins. Les membres de cette communauté, privés de leur lieu de culte, estiment qu'ils ont besoin de plus de fonds pour commencer la reconstruction. Les prêtres et les religieuses de cette mission catholique, issus d'Europe et de pays africains proches du Niger, ont quant à eux choisi de partir. Sur place, l'autel a été renversé et les tableaux noirs sont couverts d'insultes contre la France et Charlie Hebdo. Fortune, directrice d'une autre école catholique à Zinder, protège son établissement tant bien que mal. On a été traumatisés par ces événements et on est inquiet. On est inquiet, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que quand il y aura encore des caricatures, la même chose va se répéter? Ce sont ces questions-là que nous sommes en train de nous poser. Les chrétiens représentent à peine 1% de la population de la ville. Ceux qui vivent encore ici estiment qu'il faudra au moins plusieurs mois avant de rouvrir les églises et les écoles chrétiennes. Toute l'Afrique du Sud est au chevet de Desmond Tutu. L'archevêque sud-africain a été admis dans un hôpital du Cap. Desmond Tutu, qui souffre depuis plus de 10 ans d'un cancer de la prostate, est atteint d'une infection persistante d'après ses proches. Il y a quelques jours à peine, le prix Nobel de la paix avait célébré avec son épouse le 60e anniversaire de leur mariage. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans un instant. L'information continue sur France 24.